Rebonsoir ou bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette dernière heure de jeu de l'année 2018. Nous retiendrons de cette 18e journée de Super League la victoire du champion sur la pelouse synthétique de la Maladière. Cet après-midi, dans le choc des extrêmes, IB tout en maîtrise s'est imposé 4-1 grâce notamment à un doublé de Guillaume O'Haraud contre une formation neuchâteloise qui n'a jamais baissé les bras. Vous reverrez dans cette prochaine heure tous les buts inscrits ce week-end. Il sera également l'heure de dresser les bilans à mi-parcours avec les directeurs sportifs, les présidents et les entraîneurs, ainsi qu'avec notre consultant. Bonsoir Claude Riff. Bonsoir. Merci d'être avec nous et avec Loïc Refait pour la rédaction. Bonsoir. Bonsoir. On attaque avec de la Challenge League et avec le Servette FC qui vendredi soir a on ne peut mieux terminer cette année 2018, Loïc. Oui, exactement. On ne pouvait pas rêver mieux, même si les Servettières se sont fait un petit peu peur en début de match. On se plonge tout de suite au stade de Genève pour suivre cette rencontre face à Rapperswil. Une victoire 4-1 acquise en deuxième mi-temps. C'est pourtant Rapperswil qui a ouvert le score par Recepi. On voit les images. Et puis Alphonse, Schalke, Follonier et Stevanovic ont offert la victoire au Grenat. Score final 4-1. Claude, 8 victoires et un nul sur les 9 derniers matchs. Une place de leader acquise pour la trêve. Servette a trouvé son rythme après un début de saison plutôt compliqué. Oui, tout à fait. Ils ont trouvé leur rythme, ils ont trouvé l'équilibre. Ils ont presque trouvé un 11 de base, enfin 12 ou 13 joueurs, avec des joueurs offensifs aussi à disposition si c'est nécessaire, avec Chagas. Et puis bon, sur les balles arrêtées, dans tous les domaines. Et le match, j'ai eu l'occasion de voir contre Lausanne Sport, on voit qu'ils ont un train d'avance par rapport à tous les autres. Et la preuve, c'est certainement ce dernier match contre Rapperswil, plus un peu comme Young Boys, peut tout d'un coup réagir en deuxième mi-temps et marquer 4 buts. Non seulement le contingent servettien est intéressant, mais ils ont aussi psychologiquement eu la capacité à mettre la pression finalement sur Lausanne en les pointant toujours du doigt en disant qu'ils étaient favoris, contrairement à l'année dernière où les Grenats avaient dit on a fait faux de se mettre la pression par rapport à la promotion. Est-ce qu'il y a aussi une part de psychologie là-dedans? Oui, je ne sais pas si ça joue tellement un grand rôle, parce que les joueurs, quand ils portent le maillot Grenat et qu'ils commencent la saison, eh bien, ils savent bien qu'ils doivent être en tout cas dans les deux premiers, qu'ils ont envie d'être dans les deux premiers. Ils sont là pour ça. Mais il faut aussi relever quand même l'approche d'Alain Geiger, qui a, je trouve, très bien stabilisé, qui a bien compris comment fonctionnait ce groupe et ce club. Il le connaissait, bien sûr, mais il s'est très bien mis, et puis il a utilisé les joueurs au bon moment, il a fait des bons changements. Et un match quand même qu'on a un petit peu oublié, référence, c'est quand même contre le Lausanne Sport, quand Servette était à 9 contre 11 et qui a dominé, qui avait pris l'ascendant psychologique en deuxième mi-temps contre Lausanne. Ça, c'est un signe fort. Même en perdant le match, en tout d'un coup, en étant un peu largué par Lausanne, il y avait quand même quelque chose d'assez inhabituel qui s'est passé. Je dirais le deuxième virage, c'était tout de même de perdre à Kriens et à la 90 et 93e minute, de revenir avec 3 points. C'était un déclic, en tout cas une confirmation de leur potentiel. Et puis là, ils sont difficilement arrêtables. Il n'y avait que la pause d'hiver qui pouvait les arrêter. Absolument. Des fois, ça tombe bien, des fois, ça tombe un peu moins bien. Le Lausanne Sport, parlons-en. Justement, il se rendait chez le Dauphin des Grenats cet après-midi, le FC Ville, pour tenter de récupérer une deuxième place avant la pause en cas de faux pas de Winterthur. Oui, exactement. Il fallait absolument s'imposer pour les Vaudois. Et ils y sont parvenus grâce à une première réussite d'Alexandre Pache à la 35e minute, avec un petit peu de chance, il faut bien sûr se l'avouer, sur une passe de Kubuzovic. En tout cas, le plus dur était fait. Puis, en toute fin de match, ce sera Joao Oliveira qui va partir battre le gardien du FC Ville. Grâce à cette victoire, Lausanne reprend la 3e place et passera l'hiver avec 7 points de retard sur le leader servettien et plus qu'un seul sur Winterthur, barragiste. Cette victoire vient donner un petit peu plus de relief à cette saison, cette première partie de saison véritablement en demi-teinte des Lausannois. En demi-teinte, c'est vrai que les 3-4 derniers matchs a remis un petit peu les pendules à l'heure. Il y a quelque chose qui a été sous-estimé, et moi le premier, c'est en fait les effets incroyables de ce deuxième tour et de ces 17 matchs, 10 points que Lausanne Sport a fait en Super League. J'aurais pas pensé que le club était touché à ce point-là, que les joueurs étaient touchés à ce point-là et qu'ils n'étaient pas capables de rebondir comme on l'espérait. Parce qu'effectivement, avec la venue d'Ineos, avec le technicien confirmé Giorgio Contini, avec Pablo Iglesias, on s'est dit ça y est, Lausanne
va rebondir. Et non, je pense que ça a laissé des traces incroyables. Le fait que pendant 3 mois, les joueurs n'arrivaient plus à jouer les uns avec les autres, n'arrivaient plus à offrir des matchs de qualité. Et ça s'est vu en Challenge League. La Challenge League n'a pas du tout remis en place le bloc et je dirais l'âme du Lausanne Sport. Structurellement, est-ce qu'il y aura encore besoin de temps avec justement Pablo Iglesias, Giorgio Contini qui doivent prendre le temps et puis assumer peut-être ses échecs? Alors, c'est-à-dire que voilà, on avance dans la difficulté aussi, on avance quand on réussit bien les choses, on avance dans la difficulté. Lausanne était en difficulté. Il me semble que les 3-4 derniers matchs, Lausanne se rapproche beaucoup plus de Servette qu'il ne l'était il y a un mois ou il y a un mois et demi. On sent qu'il y a quand même un bloc équipe, il y a quelque chose offensivement, défensivement qu'on ne trouvait pas. Il n'y avait pas de relation entre les joueurs, autant pour récupérer le ballon que pour jouer. C'était différent déjà contre Servette. On n'a pas vu le match contre Ville aujourd'hui, mais quand même, Lausanne est plutôt sur une pente ascendante, celle que l'on attend, parce que Lausanne doit finir dans les 2 premiers avec Servette. Normalement, c'est quand même toujours les favoris déclarés. Mais sur le terrain, Winterthur est encore 2e avec 1 point d'avance. Ville n'était pas un candidat, ça on l'a tout de suite su et vu sur le terrain. Est-ce qu'à votre sens, il y a un profil type de joueur qui manque à ce Lausanne Sport aujourd'hui ? Difficile à dire puisque c'était déjà un problème collectif quand même. Un Kukurozovic qui est un très bon joueur du Super League avec de la peine à se mettre, qui n'a pas encore trouvé tout à fait ses marques. Donc je crois surtout ça. Les retouches vont être faites peut-être sur des postes très spécifiques où les dirigeants et l'entraîneur de Lausanne Sport a vu qu'il manquait quelque chose. Mais il faudra aussi, c'est un gros contingent. Donc on dit toujours des venus, c'est bien, mais ils doivent remplacer des joueurs existants. Donc comment les choses vont se dérouler, ça va certainement pas être facile. Mais encore une fois, pour Lausanne Sport, ça doit être quelqu'un qui est non seulement très fort sur le terrain, mais aussi un leader charismatique, quelqu'un qui est très fort aussi hors du terrain de football, dans les vestiaires, et qui est capable aussi de communiquer avec les autres. Lausanne a besoin de ça parce qu'il y aura encore des moments difficiles, ils seront encore attendus au tournant, et la pression, elle est absolument sur cette équipe et sur ce club. Et la valse des transferts qui va débuter, on refera le point évidemment à tout début février pour tenir compte de tout ce qui a été changé dans chaque équipe des championnats suisses. Loïc, vous nous livrez le récapitulatif de l'ensemble des résultats de cette 18e journée. Oui, bien sûr, on regarde tout de suite les résultats avant de se plonger sur le classement qui sera figé jusqu'au premier week-end de février. La victoire de Servette 4-1 sur Rapperswil, Kriens battu à domicile par Haro, Ville qui est défait par le Lausanne Sport, on vient de le voir, 2-0, Chiasso qui s'incline face à Winterthur et Vaduz et Schaffhouse qui se séparent sur un match nul 1 partout. Et côté classement pour cette trêve hivernale, Servette solide leader avec 6 points d'avance sur Winterthur. Le Lausanne Sport qui ne revient plus qu'à un seul petit point de cette place de barragiste. Ville, Schaffhouse, Haro et Vaduz. Ensuite, on retrouve Rapperswil à 18 points, Kriens 16 points et Chiasso, lanterne rouge avec 15 points. Un mot, Claude Riff, sur la reprise en main du FC Haro qui avait stagné à la dernière place du classement pendant des journées et des journées et des journées et maintenant qui s'est ressaisi véritablement. Alors, je suis content que vous me parliez d'Haro parce que j'avais envie d'en parler. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'entraîneur quand il débute dans un club et qu'il fait 7 matchs, 1 point ? Généralement, c'est un siège éjectable. Voilà. Et connaissant Patrick Ramon, qui a eu les juniors de Bâle, les moins de 18, les moins de 21, qui a pu travailler comme adjoint en Allemagne, qui a repris le FC Bienne, qui a explosé du point de vue administratif, je sais que c'est un très bon entraîneur. 7 matchs à 1 point était tout à fait vraiment surprenant. Et là, directeur sportif, président, non. L'entraîneur fait un très très bon travail, on le garde et je crois qu'ils sont à 6, 7 ou 8 points du Lausanne Sport, ils sont vraiment tout prêts alors qu'on a débuté avec 7 matchs à 1 point. Ça c'est très très difficile à réaliser quand on débute de cette manière. Et puis Vaduz, récemment relégué, qui lâche un peu le morceau là. Hein. On a l'impression que la principale, on lâche l'os, on se dit c'est terminé, on n'a plus d'objectif de promotion. Non, effectivement, ils ont gardé l'entraîneur aussi avec lequel ils étaient tombés. Et puis je crois qu'il y a le ressort a été cassé. Là, c'était impossible de rebondir. Autant pour Lausanne, c'était aussi difficile que Vaduz, qui était un candidat, qui a été aussi un club de Super League pendant plusieurs années. Et là, Vaduz n'y arrive pas. Et à contrario, encore un mot peut-être sur Rapperswil, qui avait très bien commencé la saison, et puis là, qui est en train de dégringoler au classement. Oui, parce qu'à un moment donné, on sent que l'entraîneur, que cette équipe, elle est en sur-régime, qu'elle fait plus de points que prévu. Parce qu'à un moment donné, ils étaient vraiment très, très bien placés au classement. En connaissant les joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience, on dit là, ils sont surpayés. Tant mieux, c'est une superbe aventure. Mais à un moment donné, il y a le retour de bâton. À un moment donné, les choses se remettent en place, surtout dans un championnat avec 36 matchs. Pour ça qu'après 36 matchs, le plus fort, il
est premier, le plus faible, il est dernier. Il n'y a pas de surprise. Ça veut dire que vous voyez un relégué entre Rapperswil, Kriens et Casso? Oui, ça va se jouer entre les trois. Oui. Je sais que vous n'aimez pas les pronostics, mais vous voyez qui redescendre? Je ne sais pas, c'est difficile à dire comme ça. Casso, qui a déjà changé leur entraîneur, au Tessin, c'est toujours un petit peu compliqué. J'ai l'impression que ça va être difficile pour eux de rester. Et les deux romans, évidemment, aux 2 premières places. Les 2 romans aux 2 premières places. Je ne sais pas si Winterthur, parce que Winterthur, on oublie, c'est la 6e ville de Suisse. C'est une ville puissante. C'était une ville qui a, Winterthur, joué en Super League. Enfin, vous me direz, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a très très longtemps. Et donc, Winterthur, on attend toujours une fois le réveil de Winterthur. Est-ce qu'avec Ralph Losey, ça va être possible? Ils ont aussi des jeunes joueurs prêtés par Bâle, par Zurich. C'est aussi une fois un club et une ville qui pourrait retrouver la Super League et qui est le seul interlocuteur de Servette et de Lausanne, je crois, pour les 3 premières places. Est-ce que Haro fait un miracle et ils sont encore capables d'atteindre les 2 premières places? Je crois tout de même pas, parce qu'ils ont fait un miracle, ce serait vraiment plus qu'un miracle de finir 2e pour Haro. Bon, ce sera intéressant, quoi qu'il en soit, de suivre le 2e tour de Challenge League avec une reprise tout début février. Voilà qui met du piment dans ce championnat et c'est tant mieux. On va marquer une petite pause humoristique avant d'ouvrir le chapitre consacré à la Super League avec le What the Foot signé Vincent Régolet et Michael Bugnon. On fait une entrée fracassante cette semaine, un peu comme Joveljic avec l'Étoile Rouge. Bon, Léane, faut que tu sois bien dedans tout de suite. Ok, Léane, ça c'est un peu trop tout de suite dedans. Question, faut-il être un bon joueur pour être entraîneur? Réponse de Genesio, bah ça se voit. Mais oui, c'est toujours la faute du terrain. Moukdad, centre pour la tête! Mais pas ta tête, bon sang! Oh là là, celui-là. Le comble quand vous portez des lunettes de natation pour jouer au foot, c'est quand c'est votre adversaire qui plonge. Et les gars, cette semaine, on s'applique sur les corners. Ah ouais, merci, bravo. Guillaume Moirot a un secret. Quand je regarde des matchs de foot, je stresse quand je joue pas, donc faut manger, voilà. Cette semaine, il a plutôt bouffé du turinois. Le foot européen, ce n'est pas uniquement des roulettes et des buts spectaculaires. C'est aussi des fautes bien vicieuses. Quaresma est un spécialiste du coup du foulard. Là, malheureusement, c'est plutôt un sale coup et c'est tout. Moins volontaire, mais bien plus violent, le high kick de Müller, ça a dû secouer. Voilà, nous on en a terminé, on remballe et à l'année prochaine. Eh, la chaise, Vincent! Ah, pardon. Bon allez, ça ira pour cette fois. Bonne fête à tous! Merci les garçons, on se réjouit de vous retrouver au 2e tour et puis en fin d'année évidemment avec quelques bêtisiers qui seront diffusés sur nos différents canaux. On ouvre à présent à notre page de Super League avec le retour sur la victoire en fin de match du FC Thun qui recevait Grasshopper. C'était hier soir dans l'Oberland bernois. Oui, exactement, Thun qui voulait conclure cette première moitié de championnat très réussie de la plus belle des manières. Eh bien, ce ne fut pas le cas. La première période est à sens unique. Thun est pris à la gorge et Guetze se crée de nombreuses occasions. Ils font un excellent Guillaume Fèvre hier soir pour contenir les assauts zurichois. Une première parade, et puis une deuxième double parade absolument capitale pour pouvoir maintenir son équipe dans ce match. Thun se réveillera en 2e mi-temps. Nouma Lavanchi sauve sur sa ligne après cette tentative de Dejan Sorgic. On en reste à 0-0. Mais à la 85e minute, Thun va finir par prendre l'avantage. Sur ce coup franc joué très intelligemment, la frappe d'Ediger est contrée par Diani. Thun l'emporte 1-0 sur le fil du rasoir. Nouvelle défaite de Guetze. Guetze est pour l'instant barragiste avec l'attaque la moins efficace du championnat. Claude, est-ce que ce Guetze vous a déçu ? Oui, Guetze est décevant parce que Guetze, c'est quand même c'est le nom du football suisse, a toujours du secteur de formation est très fort, produit beaucoup de très bons joueurs, mais qui est quand même très instable ces dernières années, qui paye un petit peu, enfin les entraîneurs payent, les joueurs payent, il manque quelque chose, une certaine stabilité dans cette équipe. Après, bien sûr, du point de vue football, on en a parlé hier, quand les meilleurs buteurs ont 3 buts, alors que Young Boys a au moins 7-8 joueurs qui ont plus que 3 buts. Hein. Il y a Thun, le remplaçant, il a plus que 3 buts. Quand
on marque que 3 buts et que nos joueurs sont capables que de marquer 3 buts en 18 matchs, ben c'est impossible de vivre et de subsister dans la première moitié de classement. Donc Getse, peut-être par rapport à Neuchâtel Xamax, semble quand même avoir des moyens de réagir sur le marché des transferts, de faire venir des joueurs, parce qu'ils vont le faire. Ils ne peuvent pas naturellement tout d'un coup tomber en Challenge League, alors que la votation pour le nouveau stade est tombée, le oui est tombé, donc Getse aura des moyens de réagir. Je les vois mal barragistes ou je les vois mal à la 9e ou 10e place. J'allais le dire, hein, la seule chose qui a fonctionné cette année pour Grasshopper, c'est cette votation pour ce nouveau stade, le Hard Turm, qui va galvaniser cette équipe, pensez-vous? Oui, et puis aussi, ça va donner justement de l'élan quand on parlait de sponsoring par rapport au niveau de Neuchâtel Xamax et tout. C'est qu'un nouveau stade, ben voilà, il y a quand même des gens intéressés, il va y avoir un nouvel élan. On sait qu'il y a une moyenne de spectateurs qui augmente généralement quand on a un nouveau stade, surtout quitter le Letzigrund, qui est une pelouse magnifique, mais cette piste d'athlétisme, si vous êtes déjà allé en pelouse au Letzigrund, vous savez de quoi je parle, et donc on est très loin des footballeurs. Là, il va y avoir un stade magnifique que Grasshoppers et Zurich vont se partager, un vrai stade de foot pour une vraie ville de foot, parce que Zurich est une vraie ville de foot, un peu moins s'étend au détriment de Bâle et de Berne, mais je pense qu'ils sont assez ambitieux et orgueilleux pour redevenir une ville de foot. Dans une dynamique complètement différente, à contrario de Getse, qui est plutôt dans la morosité actuellement. Thun a plutôt réussi son début de championnat avec une attaque séduisante. Est-ce que vous avez été surpris par les Bernois? Oui, j'ai été surpris par les Bernois parce qu'on avait surtout peur au niveau des transferts qu'ils perdent de nouveau tous leurs bons joueurs, parce que c'est souvent le cas. Alors je dis, tiens, Tossetti a pu rester, Sorgic a pu rester, Spielmann aussi. Donc tiens, alors voilà, ils ont pu garder leurs joueurs. C'était déjà la première victoire. Après qu'il termine 3e, c'était quand même assez inattendu, mais mérité quand on voit comment il pratique. Et donc, un jeu, je dirais, pas atypique, mais une ambiance, une atmosphère. Et quand on parlait de joueurs leaders, on a vu ce but qui est marqué là, à la fin par le capitaine Ediger, qui est vraiment le joueur emblématique de ce FC Thun. Et voilà, donc à la rigueur, on n'est même pas surpris. On peut juste se poser la question, mais pourquoi les autres n'arrivent quand même pas à faire aussi bien ou à battre quand même le FC Thun avec d'autres moyens tout de même. À l'issue de cette rencontre, Mike Perez s'est entretenu avec le président du FC Thun. Il lui a demandé justement si les objectifs du club étaient revus à la hausse pour le 2e tour, compte tenu de cette excellente performance sur le premier. On a une situation maintenant qu'on peut continuer le chemin compris. Qu'est-ce qui se passe avec les points pour le Cup? C'est encore 2 jeux jusqu'au le final de Cup. Pourquoi pas contre Sion, par exemple, hein? Avec la Ligue, on va voir où on arrive. On va voir. Il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez en grosse difficulté financière. Vous aviez même lancé un appel au soutien au public, aux collectivités, à tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, tout ça, c'est de l'histoire ancienne? Quelle est la situation aujourd'hui économique du FC Thun? C'est pas si grave comme la période que vous avez dit, mais on n'est pas dans une situation confortable. Il faut tourner chaque billet de 10 francs, je pense on dit. Hein. Il faut tourner chaque billet. Parfois, ça fait un peu peur parce que le niveau, il est haut de l'économie. Là, on n'est pas arrivé au but comme il faut pour faire le travail dans long terme, comme ça, comme maintenant. L'équipe va bien, il y a des joueurs qui se montrent. Hein, et comme chaque année, il y a le risque de voir ces joueurs partir. Est-ce que vous avez peur que pendant le mercato cet hiver, il y ait des joueurs qui quittent le FC Thun pour rejoindre d'autres plus grands clubs? On sait que l'argent, c'est une force, une grande force dans le football. Hein. On ne peut jamais dire si rien passe. Mais je pense que les joueurs, ils ont compris que nous sommes un club favorable, agréable, aussi pour un avenir. Peut-être plus que 1 ou 2 années en passé. Et pour ça, je n'ai pas peur. Je pense que les joueurs, ils veulent rester chez nous. Et si une ou l'autre veut continuer le chemin à Lausanne, parce qu'on a fait l'expérience là, OK. Non, je n'ai pas peur. C'est vrai qu'il fait bon vivre hein, dans l'Oberland bernois. Claude Riff, pour le FC Thun, il va falloir retourner chaque billet de 10 francs carrément. Alors j'étais optimiste. Hier, j'ai dit chaque billet de 1000 francs compte pour le FC Thun. On va dire 100. Alors chaque billet de 100 francs. Mais effectivement, c'est un club, il a parlé de la finale de la Coupe de Suisse. Par exemple, j'ai une anecdote. Il y a 2 ans, les moins de 16 du FC Thun ont gagné la finale de la Coupe suisse et ils ont fêté ça comme jamais. C'était le premier titre de l'histoire du football au FC Thun. C'est quelque chose. C'était les moins de 16. Donc c'est vrai qu'on avait un peu perdu la notion et c'était
très sympa de les voir si heureux. Le premier titre, c'était les moins de 16 du FC Tours. Joli. Bon, on espère qu'il y en aura d'autres dans ces prochaines années. Hier soir également, le FC Sion avait l'occasion de finir en beauté en s'offrant un FC Bâle dans la tourmente devant son public. Et à la pause, les Valaisans étaient sur la bonne voie. Après l'ouverture du score, juste après la demi-heure, grâce à une contre-attaque rapide après la récupération de Bamert qui lance Casami, un ballon pour Adrian qui n'hésite pas. Omlin n'est pas tout blanc, mais c'est le 1-0 donc pour l'équipe locale. Après le thé, Sion va se faire surprendre directement à la 46e sur le bon travail de Kaloulou sur le côté droit qui peut centrer. La tête d'Ayeti va trouver la transversale de Fickencher et Ricky Van Volswinkel peut en profiter pour égaliser. Il s'agit de la 6e réussite de la saison pour l'attaquant néerlandais. Avant l'heure de jeu, les Sédunois se sont procurés plusieurs occasions qu'ils ne sont pas parvenus à concrétiser, dont celle-ci de la 56e avec Bamert qui élimine son vis-à-vis et enroule une frappe repoussée par Omlin. Les Valaisans qui réclamaient un penalty pour cette main dans la surface. Mais pour vous, Claude, il n'y avait pas matière à siffler penalty. Bâle va prendre l'avantage en fin de rencontre à la 82e sur un corner botté par Tsoufi. Ballon repoussé par la défense valaisane. Frey adresse un tir que Widmer peut envoyer dans le filet de Fickencher. Et on va le voir sur le ralenti. Pas de hors-jeu de Sylvain Widmer qui signait sa première réalisation de la saison. Et puis, c'est en toute fin de match que Dimitri Oberlin va sauver les siens sur la ligne après une énorme possibilité d'égalisation pour le FC Sion sur corner. Sion, Claude, qui peut avoir des regrets. Un point aurait été mérité à l'issue de ce match. Un point aurait été mérité, le 2-2 aurait été tout à fait correct. Effectivement, il n'y a pas pénalty quand on voit un rebond comme ça sur le pied. Vous savez, quand on est supporter, et pour savoir si le pénalty est valable, on se pose la même question. Si le pénalty avait été sifflé contre un défenseur du FC Sion qui aurait fait pareil, on aurait crié au scandale. Donc ça veut dire que ce n'est pas pénalty. Mais vous savez bien que les supporters parlent avec le cœur. Voilà. Alors nous, on essaie d'avoir deux cœurs. On essaie d'avoir deux cœurs. Très bien. 30e donc, match sans victoire pour le FC Sion contre Bâle en championnat. Après cette dernière de l'année, Alain Rohrbach a recueilli les impressions du président Christian Constantin. Sur ce premier tour, il a souligné le bilan décevant de son équipe à domicile avec seulement 3 victoires et 1 nul pour 10 points. Toutes les équipes ont un peu les mêmes problèmes puisque les matchs à la maison et les matchs à domicile s'équilibrent un peu au niveau des résultats. Donc en jouant beaucoup les uns contre les autres, il y a beaucoup moins de surprises qu'à l'époque. À l'époque, tu venais une fois dans l'année et puis le cycle commençait la saison puissante, la saison suivante. Maintenant, quand tu joues 2 fois dans le 50% en plus, tu as plus d'habitude. Vous avez 4 semaines de vacances. Murat Yakin semble quand même trouver son ossature. Vous restez confiant avec votre jeune équipe pour le deuxième tour? Non, mais l'objectif cette année, c'est de faire grandir cette équipe. Alors, quand je vous dis tout à l'heure qu'on a les 8 premiers matchs, on a fait 6 points, c'était trop peu. Les 8 ou 9 suivants, les suivants, on a monté à 1,5 point de moyenne, c'est un peu mieux. Maintenant, l'objectif du printemps, c'est quand même de continuer à faire progresser cette équipe dans le but du prochain championnat, bien sûr. Et puis celui-ci, parce que les places européennes sont toutes les unes sur les autres, à l'exception de la première. Et puis, on a la coupe qui se dessine pas mal. Le FC Sion qui fait des hauts, qui fait des bas. Claude, qu'avez-vous pensé de manière générale de ce premier tour ? Voilà, c'est quand même un pari avec beaucoup de jeunes joueurs, surtout au niveau des attaquants, des joueurs de 19-20 ans qui doivent prendre du temps pour s'imposer. Après, de nouveau, un changement d'entraîneur quand même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la stabilité. Maintenant, avec Murat Yakin, espérons qu'il y a une stabilité. C'est intéressant de le voir sur 9 mois, sur 1 année et demie, sur 2 ans, 2 ans et demi, Murat Yakin au FC Sion, parce qu'un entraîneur, il apprend aussi de ses erreurs et surtout de son contingent, comment le bouger, comment l'améliorer. Donc, ce serait bien de voir un FC Sion et Murat Yakin et qu'on discute dans 12 mois avec un FC Sion supérieur à ce qu'il a été. Parce qu'effectivement, à Tourbillon, c'est quand même pas suffisant, même si on peut trouver des explications, parce que les équipes à l'extérieur, c'est vrai, sont bien organisées, elles gênent passablement, mais quand même, à Tourbillon, c'est quand même, normalement, ça doit être difficile. Et un FC Sion peut faire un 9 matchs, 15 points quand même à Tourbillon.
Vous parliez de la jeunesse des recrues offensives estivales avec les Uldrikis, Philippe et Balthazar Fortune. Est-ce que finalement la solution n'était pas déjà avec Kasami et Adrian qui ont été très en forme sur les dernières journées? Voilà, alors on a vu que c'est de nouveau ces joueurs qui ont un peu plus d'expérience qui ont fait la différence. Kasami est revenu, c'est un joueur qui a un très très grand talent. Donc il y a, je pense, de quoi faire. En tout cas, on sent que c'est une équipe. Par rapport quand je vois jouer Saint-Gall, Lucerne, je n'ai pas l'impression qu'il y a tellement une marge, même si Lucerne fait un très bon championnat. On a l'impression que Sion, eux, pourraient gagner des places au classement, qui a un potentiel supérieur à ce qu'elle est. Et donc, ça va être intéressant maintenant de cette préparation hivernale et comment Sion sera au printemps, qui va commencer très vite contre Bâle, aussi en Coupe de Suisse. Là, ça va être un match un match charnière pour peut-être propulser le FC Sion, qu'on aimerait retrouver de nouveau en championnat. Ça fait trop longtemps que Sion n'est pas dans le trio de tête. Bâle, justement, qui reprend des couleurs avec 2 victoires sur cette fin d'année, mais qui reste tout de même largement derrière IB avec ce premier tour décevant. On va écouter la Reaktion de Marco Streller au Mikro d'Alain Rohrbach. Ja, wir sind natürlich sehr weit hinter den Young Boys. Das gilt es zu akzeptieren, das ist Fakt. Wichtig war jetzt die letzten 2 Spiele gegen Zürich und heute gegen Sion, dass wir da 6 Punkte holen können. Das zeigt, die Mannschaft lebt. Und das war sehr wichtig für uns zu sehen. Können wir kurz auf die Ziele sprechen? Zweite Runde, die zweite Platz klar zu machen und auch vielleicht die Cup? Ja, im Cup haben wir ein sehr schweres Spiel in Sion. Aber natürlich für jede Mannschaft, die jetzt noch drin ist, die wollen den Cup gewinnen. Und in der Meisterschaft müssen wir versuchen, den 2. Platz zu halten. Bon, alors on est content de savoir que le FC Bâle a le pouls qui bat encore, qu'il est encore vivant. Marco Streller qui ne souhaitait pas s'exprimer plus longuement parce qu'une conférence de presse est organisée du côté de la cité rhénane. Vous vous attendez à des annonces fracassantes, Claude Riff, à l'occasion de cette conférence de presse? Je ne sais pas. C'est clair que la satisfaction elle est minime parce que les 2 derniers matchs, c'est 2 matchs 6 points. Alors donc voilà, c'est un petit peu mieux que tout, mais 19 points de retard, même si l'Express Young Boys de faire autant de points, c'était inattendu, mais de toute façon, Bâle est en dessous. Et donc là, maintenant, ils ont choisi Marcel Koller. Je pense qu'il y a quand même une politique un petit peu à revoir. Il y avait de l'inexpérience à pratiquement tous les niveaux. C'est plus le cas avec Marcel Koller. Je pense que Streller aussi a appris quelque chose, le président. Mais là, eux, pour préparer, non seulement pour recoller un peu au peloton et peut-être aller en finale de Coupe de Suisse, ils devront passer par Tourbillon, ce qui n'est pas facile, c'est qu'ils doivent maintenant trouver des joueurs. Alors, en hiver, c'est peut-être pas facile de trouver des joueurs, mais c'est quand même possible de trouver des joueurs qui vont renforcer l'équipe du FC Bâle. Ils doivent les trouver, que ce soit des joueurs suisses ou des joueurs étrangers, parce que normalement le scouting à l'étranger était fort, mais là ils ont fait quand même un petit peu moins bien depuis 2-3 ans. Ils n'ont pas trouvé les joueurs. On se rappelle que Salah était là, que Delgado était là, qu'il y a eu quelques joueurs qui ont transité par le FC Bâle, mais là ça me semble un peu plus difficile. Ça manque aussi peut-être aussi d'expérience dans ce secteur-là du scouting. Je ne sais pas, mais il y avait aussi un sportchef, un directeur sportif qui était aussi très fort avec les dirigeants de l'époque. Bâle, en tout cas en 2018, qui est redevenu ce qu'on peut appeler un club lambda. Cet après-midi, pour clore l'année, le FC Lucerne accueillait Saint-Gall à la Sussport Arena, Loïc. Oui, exactement, et le FC Lucerne qui pouvait repasser à la 5e place devant le FC Saint-Gall, 5e avec un seul petit point, match à 6 points, donc capital pour les hommes de René Weiler. FC Lucerne qui va tout de suite se montrer dangereux avec Blessing Gelek et qui écarte pour Ruben Vargas, très en forme aujourd'hui. Il part au duel face à Widver, sur qui il prend le meilleur. Il adresse un centre fort au premier poteau et c'est contré. Daniel Lopard est surpris. Alain Wyss, qui a été formé au FC Lucerne, trompe son portier. Et voici Lucerne qui mène déjà 1-0 à la 6e minute. On passe ensuite à la 20e minute avec un dégagement de Tsibung. Blessing Gelek qui gagne son duel et Demachai fait une passe dans le timing absolument parfait pour Ruben Vargas. Lopard s'incline pour la 2e fois. Ruben Vargas, 5e but et 2e doublé de la saison pour l'international suisse M21. Claude Riff, vous le connaissez bien ce joueur? Oui, c'est un joueur que j'ai eu l'occasion de coacher avec l'équipe nationale des moins de 20. Le FC Saint-Gall qui va revenir plus ou moins dans la partie sans pouvoir se montrer réellement dangereux jusqu'à l'heure de jeu, 59e minute. Et c'est Derek Koutessa
qui, au forcing, va pouvoir réduire la marque. Mais score final, Lucerne s'impose 2-1 et fait une très bonne opération aujourd'hui grâce notamment au doublé de Ruben Vargas. Lucerne, deuxième meilleure équipe à l'extérieur cette saison, mais avant-dernière à domicile. Bilan tronqué par ses contre-performances à la Suisse Sport Arena. Sûrement qui avait commencé par une défaite contre Xamax, un peu injuste. Xamax avait gagné 3 points à Lucerne, le premier match de la saison. Avec René Weiler qui devait succéder, on en a parlé, à Gerardo Seoane, qui était certainement pas facile de succéder à un entraîneur à succès comme ça, qui a vraiment repropulsé Lucerne à la 3e place. Donc bien fait, un Lucerne qui trouve ses marques, qui finit quand même 5e, c'est une très très bonne performance, et des attaquants très intéressants comme Vargas dont vous avez parlé, qui est d'origine dominicaine, République dominicaine et suisse, et qui, on a vu sur le premier but, qui est capable de provoquer un joueur de couloir très fort dans le 1 contre 1, très explosif, un joueur qui a un très très gros potentiel et que j'aime beaucoup. En tout cas, les hommes de Peter Zeidler ont eu beaucoup de peine cet après-midi. Ils s'inclinent 2-1 après une prestation presque translucide. Si on doit faire le bilan des Brodeurs, il y a eu la blessure de Cédric Itten qui fut un véritable coup dur. Heureusement, le milieu avait pris le relais tout simplement grâce à Sierro notamment. Mais on annonce l'arrivée d'un attaquant espagnol, Victor Abril Ruiz, en provenance de la 4e division. Est-ce vraiment la pointure dont a besoin Saint-Gall pour le deuxième tour? On va le voir, on va le découvrir, parce que c'est toujours des noms qui arrivent, puis après on est tout content de les voir sur le terrain, puisque ça fera la différence, parce qu'il y a effectivement Ben Khalifa, il y a Bus qui est normalement attaquant, c'est Barnetta qui a dû jouer avant-centre, certainement faux avant-centre, donc le niveau potentiel offensif est important pour Peter Zeidler, parce qu'on sait qu'il fait un pressing très haut, il veut un football offensif champagne, mais il a besoin des joueurs offensifs pour le faire, et là visiblement ça lui manquait. C'est le Saint-Gall un peu qu'on connaît, qui est capable du meilleur comme du pire, qui a quand même toujours son public, son stade, avec Alain Souter qui a passablement changé les choses en arrivant aussi dans le secteur formation et qui doit aussi trouver ses marques avec les dirigeants. Mais en prenant Peter Zeidler, c'est quand même un homme de pointe, de qualité. Et je pense que Saint-Gall, en retrouvant leurs blessés, notamment Itten, comme vous l'avez dit, qui est un très fort attaquant, Saint-Gall pourrait jouer un rôle et lutter pour les places de l'Europa League. Alors justement, à ce propos-là, je voudrais quand même vous entendre un mot sur les parcours européens en qualification de ces deux équipes. Est-ce que ça a été pris peut-être trop à la légère? Non, c'était pas pris trop à la légère, c'était pris comme ils peuvent le faire. Parce que effectivement, la Coupe d'Europe vous met absolument, vous montre quel est votre niveau. Vous devez être très fort, c'est très ponctuel, c'est comme un match de coupe. Et puis là, les équipes, c'est comme on voit en championnat, elles sont capables du meilleur comme du pire. Si elles étaient moyennes ou pas très bonnes en Coupe d'Europe, vous êtes éliminés. Surtout que c'est très rapide dans l'année, en été, alors que le contingent est parfois même pas terminé. La suite avec le FC à Zurich qui accueillait Lugano au Letzigrund pour cette dernière de l'année. Exactement, Lugano qui voulait absolument renouer avec la victoire puisqu'il restait sur 3 défaites et 2 matchs nuls, tandis que Zurich voulait absolument consolider sa place européenne avant la pause hivernale. Lugano un petit peu remodelé avec Petar Berlek à droite qui joue en soutien d'Alexander Gernt, seul en pointe. C'est lui qui prend ses responsabilités sur ce coup franc, mais ça passe à côté de la cage de Brecher. 28e minute, la réponse zurichoise avec Benjamin Cololi. Mais une nouvelle fois, on n'accroche pas le cadre. À vrai dire, en première mi-temps, il n'y a eu aucune frappe cadrée de la part des deux équipes. On revoit cette envoi de Benjamin Cololi. Au retour des vestiaires, on va retrouver une tête, ce sera celle de Daprela, mais il faut une superbe parade de Brecher pour maintenir ce score vierge. On se dit alors que Lugano va finir par trouver la faille, tant le FC Zurich peine à exister dans cette partie. Mais après la 50e minute, Zurich va enfin refaire surface et on va observer cette frappe d'Antonio Marchesano. De Stephen Audet, la reprise de Stephen Audet. On voit un ballon qui tourne beaucoup. Claude Riff, une volée plus difficile qu'il n'y paraît. Oui, tout à fait. On voit le ballon comme il tourne, il la prend en plus de l'extérieur. Mais c'est but la même chose, en fait. C'est but la même chose. En tout cas, on en reste à 0-0. Il y aura une dernière action dans les arrêts de jeu avec Kassai qui va heurter le poteau. On va y arriver. Voici la tête, justement, de Kassai qui vient finir sur le poteau.
Un 0-0 score final. Zurich qui a vraiment peiné jusqu'à la 50e minute avec un Benjamin Cololi qui est sorti durant le match très frustré de la prestation de son équipe ou peut-être même de sa prestation, ne pouvant pas donner plus. Il s'est vengé sur le plexiglas. Il a serré la main de Ludovic Magnin. Voilà une réaction de compétiteur. Zurich a tout de même validé son ticket pour les 16e de l'Europa League. Si on doit faire le bilan de cette première partie de saison, a plutôt réussi sa première partie de championnat avec notamment 3-3 face à Young Boys. Est-ce que les hommes de Ludovic Magnin sont en lice pour la Coupe de Suisse également? Zurich semble avoir tenu le choc face à un calendrier très chargé. Oui, et puis c'était aussi de nouveau une tâche pas facile de l'Europa League. Un groupe pas si évident que ça, avec Leverkusen, Ludogorets qui a éliminé le FC Bâle il y a 2 ans, qui était un club voilà, qu'il fallait éliminer. Donc jouer sur les 2 tableaux avec passablement de jeunes joueurs. Et Ludovic Magnin a fait venir beaucoup de jeunes joueurs. On a vu ce Kassai qui vient de Young Boys, qui est aussi de l'équipe de Suisse des moins de 20, un jeune joueur qui a fait ce coup de tête. Il y a Simon Somm, il y a Krasniki, il y a plusieurs jeunes joueurs qui sont en attente. Donc il joue vraiment le jeu aussi des jeunes, tout en maintenant Zurich dans des bonnes positions de classement, tout en se qualifiant pour l'Europa League. Là, c'est bien joué. C'est un sacré travail qu'a fait Ludovic Magnin avec son staff. On va le retrouver justement, Ludovic Magnin, pour dresser le bilan de ce premier tour. Il est au micro de Jérôme Créta. Ludovic Magnin, vous vous retrouvez en vacances avec une 4e place en championnat et le statut d'Européen. Quel est votre bilan de cette première partie de saison ? Avec des hauts, des bas, je pense que ce soir c'était vraiment pas un bon match. On aurait voulu donner un autre spectacle à nos supporters. Mais je pense aussi à certains moments il faut accepter aussi que mon équipe voulait mais n'a pas pu. Et donc on prend le point avec nous. Je pense que ça pouvait passer des 2 côtés. Donc on est très content quand même qu'on a réussi à faire un point ce soir et on espère repartir de plus belle en janvier. Votre objectif, vous l'avez dit, à moyen terme, c'est de réduire l'écart entre vous et IB. Il est ce soir de 24 points. Quel est votre sentiment ? Je pense que ça a surtout dû au fait qu'IB fait un championnat exceptionnel. Je pense que IB a perdu qu'une seule fois, a fait un nul, et sinon ils ont tout gagné. Donc je pense que l'écart est plus dû au fait de la prestation assez extraterrestre d'IB que du manque de constance des autres équipes. Après, je pense qu'en Suisse, tout le monde peut battre tout le monde. Ça joue à des petits détails et on a encore vu ce soir, ça pouvait passer des 2 côtés. Donc voilà, donc les seuls qui sont capables de gagner tous les week-ends, c'est IB actuellement. À nous de travailler pour combler l'écart. Sur les 2 matchs qu'on a joués contre IB, j'ai pas l'impression qu'il y a 24 points d'écart. Demain à 13h, vous regarderez Téléclub, Naples, l'Inter, Chelsea, Arsenal ou Genk. C'est quoi votre préférence ? Écoutez, je ne vais pas regarder, je vais chez le dentiste avec ma fille, donc je vais être, je pense, informé par WhatsApp ou par SMS. Écoutez, on va prendre ce qui va venir. On a vu les gros morceaux qu'il y a dans ce chapeau-là. On sait que toutes les équipes sont fortes. Pour le public, il y a certains noms qui sont plus attrayants que d'autres, mais au niveau de la difficulté de passer le tour, ça va être de toute façon très dur. Donc on espère prendre le tirage qu'on va prendre. On fait pas beaucoup de plans là-dessus parce qu'on le sait très bien que dans la vie, il faut prendre les ais qu'on reçoit, comme les pierres qu'on reçoit sur notre chemin, comme elles viennent. Donc on va être simplement attentif demain et on va se préparer en janvier pour pouvoir faire de bons matchs. Merci, bonne pause et bonne fête. Merci pareillement. Alors, Monsieur Magnin, vous saurez que vous pouvez enregistrer le tirage au sort qui aura lieu en direct sur Téléclub et qui sera commenté chez nous. Ce sera à 13h. Tirage au sort de la Ligue des Champions, c'est à midi. Si vous n'êtes pas disponible, si vous aussi vous avez rendez-vous chez le dentiste, n'hésitez pas à regarder ça en replay ou à enregistrer. Donc, ça se passe évidemment sur Téléclub en live ou à revoir. Un mot quand même au sujet de Lugano, Claude Riff, qui a fait venir Fabio Celestini, qui n'a toujours pas décroché. Ah si, c'était son premier point, pardon, à l'extérieur. Aujourd'hui, Lugano qui se retrouve 8e avec 19 points. Qui est à sa place, à votre sens ? Qui est à sa place, 6 derniers matchs, 3 points pour Fabio Celestini, qui a eu une bonne période aussi. Lui aussi, la pause va lui faire du bien, parce qu'il a une manière, un coaching très construit, très analytique. Il doit faire passer des messages, et puis il a besoin de temps. Là, il l'a enfin. Et donc, je pense que le Lugano aussi va être sur la pente ascendante, retrouver certains blessés.
Et puis voilà, c'est une équipe qui devra aussi se sortir d'un match de barragiste, parce que si ce n'est pas Grasshoppers, c'est Lugano. Est-ce que ce sera Lucerne, Saint-Gall? Non, enfin, ça va être difficile de trouver la deuxième équipe si ce n'est pas Grasshoppers. Donc voilà, la pression, elle est aussi là. C'est pour ça aussi que Lugano a aussi tout de suite réagi, a changé d'entraîneur. Avec Fabio Celestini, ils ont une valeur sûre. Et pour le coup, la pause est bienvenue, puisque comme pour Yakin, Celestini va pouvoir travailler maintenant avec son groupe tranquillement avant la reprise de février. Une dernière rencontre à vous résumer dans le cadre de cette 18e journée, c'est le choc des extrêmes. Je vous en parlais en ouverture, entre Xamax et IB à la Maladière. Xamax qui devait remodeler sa défense avec une première titularisation de Santana, qu'on voyait donc pour la première fois cette saison. Mauvaise entame de match pour les Neuchâtelois. Ce ballon perdu par Santana qui permet à Sceaux de récupérer pour servir au haro. C'est propre, c'est le 1-0, c'est la 7e minute. C'est magnifique, c'est surtout le centre. Alors bien sûr, cette perte de balle, mais regardez le centre qui est juste en dessus du défenseur. Et c'est parfait pour faire une reprise de volée inarrêtable. Pour un 12e but signé Guillaume O'Haraud. Vous allez voir qu'il ne va pas s'arrêter là. IB est plus fort, va doubler la mise à la 28e sur le centre de Ngamaleu qu'on retrouve ici. La remise d'O'Haraud intelligente de la tête pour une deuxième tête, celle de Fasnacht qui fait mouche. Oui, le jeu des couloirs est connu, c'est souvent les arrières latéraux, c'est Mbabou, c'est Benito. Là, c'est Ngamaleu, sauf erreur, qui fait ce centre. C'est ça, sur la remise de Cambert. Et dans le duel aérien, O'Haraud est là, c'est la charnière centrale, c'est la défense devant le gardien. Il n'est pas beaucoup protégé, le gardien de Neuchâtel Xamax, c'est la plus mauvaise défense de Super League. Une occasion avec Xamaxienne à la 37e avec Dinardo qui sert Gomez sur le flanc droit, le centre et la reprise acrobatique d'Ademi. C'est un beau geste, ça aurait pu être parfait si c'était dedans. Le but du mois de décembre, c'est vrai. En tout cas, il aurait été dans les trois. Magnifique débordement. Gomez qui est vraiment toujours là, qui est un joueur très régulier, autant offensivement et défensivement. Et là, c'était une très belle action. En deuxième mi-temps, encore une occasion à neuchâteloise avec Dinardo pour Cambert qui trouve Doudin libre de tout marquage, mais Von Balmos s'interpose. Et on voit les deux défenseurs de IB qui se parlent. Malheureusement, il n'a pas pu donner suffisamment de force. C'est aussi pas un centre qui vient très très fort. Il n'a pas pu ajuster plus fort ce coup de tête. IB fait le spectacle à la Maladière et en marque un troisième juste avant l'heure de jeu avec le service Ngamaleu pour Sceaux qui fait la feinte et remet en retrait pour O'Haraud, aidé par le poteau intérieur. 13e but de la saison. 13e but, il est en avance sur ses statistiques en Suisse encore. Il est vraiment au sommet de sa forme. Quand on pense au magnifique but qu'il a mis jeudi contre la Juventus, c'est même frappe inarrêtable pour les gardiens. Regardez, n'importe quel gardien encaisse ce but. IB qui va saler l'addition à la 75e avec Roger Assalé, très bien servi par Michel Ebicher qui était entré au cours de cette deuxième période. Une certaine naïveté quand même défensive, parce que c'est trop facile de rentrer comme ça dans le bloc de Xamax. Surtout regardez cette passe qui fait mal entre les défenseurs. Et là, on a eu un peu peur pour Xamax tout de même, parce qu'il y a eu encore une ou deux actions offensives. Alors qu'on revoit cette passe entre dans la chaîne, c'est des passes normalement qui ne devraient pas se produire. Et on connaît effectivement la capacité d'IB de mettre toute son énergie en fin de rencontre. On était inquiet pour Neuchâtel Xamax, mais les Rouges et Noirs vont pouvoir tout de même sauver l'honneur à la 80e avec la réduction du score signé Ademi à la finition d'une belle action collective, Claude. Alors une Made in Xamax, regardez, c'est une touche de base. Tout est dosé. Ramizi aussi, cette passe, elle est superbe dosée pour Ademi. Ça, c'est le Xamax que l'on aime. C'est difficile pour eux de trouver des espaces comme cela en Super League. Bien sûr qu'ils aimeraient en marquer plus, mais il y a un potentiel offensif. C'est pas tellement le potentiel offensif qui pêche, c'est plutôt cette incapacité à faire 0 but ou n'encaisser qu'un but. Xamax encaisse régulièrement 2 ou 3 buts par match. Et puis Xamax régulièrement, dans le temps additionnel, se procure des occasions, à chaque fois avec Raphaël Nuzzolo qui va ici de son petit numéro et qui aurait mérité encore ce but-là. Magnifique, oui, magnifique action quand on pense les statistiques hors normes de Nuzzolo avec 10 buts et 9 assists.
Xamax qui ne peut pas tellement s'en vouloir. Ils n'ont pas baissé les bras, ils ont été jusqu'au bout, ils ont été solidaires. Maintenant, il va falloir tirer peut-être des conséquences, en tout cas des enseignements de ce premier tour à la plus haute échelle. Alors on peut estimer certainement que Stéphane Anchaud avec Michel Descastel, l'entraîneur, avec le président, ils vont tirer les conséquences, comme vous dites. Comment s'améliorer? Parce qu'effectivement, ils ont bien réagi, ils sont pas... Mais comment améliorer cette équipe? Et s'ils ne trouvent pas un ou deux défenseurs qui font la différence, qui sont des vrais défenseurs, ça va être extrêmement compliqué. Parce qu'il y a effectivement le jeu offensif. Et le jeu offensif serait même encore supérieur, avec une assise défensive supérieure. Donc, ils doivent trouver des défenseurs. S'ils ne trouvent pas les défenseurs, c'est presque déjà à préparer la Challenge League. On va écouter justement à ce propos le vice-président de Neuchâtel Xamax, c'est le fils de Christian Bingli, Grégory Bingli, au micro de Mike Perez. Grégory Bingli, on fait le bilan de ce premier tour et voilà, la Super League, c'est compliqué pour Neuchâtel Xamax. Le rêve, est-ce qu'il n'est pas en train de tourner au cauchemar finalement? Non, je crois que jouer en Super League, c'est un rêve. Et puis, je crois qu'on n'est pas les seuls à vouloir rêver de Super League. Alors, c'est clair que ce n'est pas facile. On l'avait dit dès le départ que ça ne serait pas facile. Maintenant, si on regarde le bilan au point de vue du nombre de matchs perdus, je ne crois pas qu'on en ait perdu plus que la moitié des autres équipes du championnat. Où on fait défaut, ma foi, c'est des erreurs qui se répètent un petit peu. C'est ce petit truc en plus qui fait qu'on pourrait gagner un match à la place d'un match nul. Et c'est là où ça pêche un petit peu, effectivement. La semaine dernière, votre père, Christian Bingli, le président, a lancé un véritable appel au peuple, un véritable soutien financier qu'il demande. Est-ce que vous avez eu des retours déjà? Alors, tout se fait gentiment. Alors, c'est vrai qu'on fait un appel pour pouvoir aller chercher quelques renforts. On doit aussi, nous, travailler à un petit peu diminuer cette masse salariale. C'est-à-dire que les joueurs qui sont le moins utilisés puissent aller un petit peu gagner du temps de jeu dans d'autres équipes, peut-être en Challenge League ou autre. Et puis c'est vrai qu'on a besoin de fonds, on a besoin d'aller chercher des vrais renforts. Et puis c'est un appel qu'on continue à lancer à tout le monde, à tous les amoureux de Xamax et tous ceux qui veulent bien nous aider. Et l'autre part du job, c'est à nous de le faire. C'est à nous d'aller un petit peu gratter encore plus sur le terrain, à éviter ces erreurs. Et puis on va y arriver, on est persuadés. Alors vous parlez de renfort. Qu'est-ce qui va se passer cet hiver pendant le mercato? Alors, ça se passe déjà, hein. Vous doutez bien qu'on ne va pas se dire à Noël, tiens, qu'est-ce qu'on allait faire? On a déjà mis en place une cellule de scouting qu'on n'avait pas au départ. Et puis, on a des gens qui vont regarder sur les terrains. On est déjà en contact avec plusieurs agents, etc. Donc maintenant, l'idée, c'est vraiment qu'on fasse plus d'erreurs, hein, et puis qu'on aille vraiment chercher les perles qui vont nous permettre de nous rattraper, de continuer à nous accrocher à cette Super League et à se maintenir, qui est vraiment l'objectif pour ce mois de mai. Rendez-vous début février pour la reprise avec Neuchâtel Xamax. Et puis un mot pour terminer avec le champion en titre. Il s'agit évidemment de Young Boys. Mike Perez s'est entretenu après cette rencontre avec son directeur sportif Christophe Spicher. Christophe Spicher, une année 2018 exceptionnelle pour Young Boys. À l'heure du bilan, forcément, c'est positif. Oui, c'est clair, c'est absolument positif. Je crois que c'était très, très important qu'on a pu gagner le titre en été. On est devenu champion et puis c'était important pour nous de pouvoir continuer dans la même direction. On a perdu pas beaucoup de joueurs en été. On a engagé avec Garcia, avec Lauper, avec Camara 3 nouveaux joueurs. Il y a Sédou et Kroni qui sont venus de la formation de nos jeunes. Et puis le gros de l'équipe, ça s'est resté ensemble. Ça gardait la même mentalité. L'entraîneur avec Gerardo Seoane, avec Matteo Vanetta qui est entraîneur adjoint, ils se sont très très bien installés. Ils ont continué ce travail d'une manière magnifique. Et puis aujourd'hui, on est très très contents. On veut toujours faire aussi bien, voire mieux. C'est votre objectif pour 2019, c'est de poursuivre sur cette lancée? Ouais, je crois que les ambitions, ça resteront les mêmes. On a déjà dit au début de la saison qu'on veut défendre le titre, de regagner le championnat suisse. Après, c'est clair, on a encore une chose à corriger, c'est la Coupe suisse. Alors, on a ces deux objectifs. Et puis, on a vécu un parcours merveilleux aussi à la Ligue des Champions. Et on doit aussi être conscient que ça se prépare déjà dès janvier. Alors,
Maintenant, les joueurs, ils ont bien mérité de partir en vacances, de recharger les batteries, mais après, on va travailler avec la même mentalité qu'on a travaillé maintenant. Vous avez parlé de la Coupe, c'est votre seul regret peut-être de l'année, c'est le petit point noir? Ouais, toujours des choses à faire mieux, ça c'est clair. Après, je crois que c'était aussi difficile pour nous après cette histoire, après les émotions d'avoir gagné le championnat, de encore une fois arriver au plus haut niveau. On n'était pas prêt à la finale de la Coupe de l'année passée. Mieux faire maintenant dans l'année 2019. Maintenant, il y a une grosse période pour vous, le directeur sportif, c'est le mercato. Il y aura forcément des joueurs qui vont partir. Oui, c'est clair, il y a une grande probabilité qu'il y a l'un ou l'autre changement. Après, on verra, on a déjà parlé de ça en été, mais je crois aujourd'hui on est aussi dans une situation qui est assez confortable, qui nous permet aussi de changer l'une ou l'autre position s'il y a des départs. Finalement, c'est toujours nous qui décidons à la fin, c'est nous qui décidons si on est satisfait. Il y a aussi beaucoup des joueurs intéressants qui pourraient venir chez nous et puis on a préparé des scénarios différents. De toute façon, on aura une équipe compétente aussi en 2019. Mais financièrement, ça peut être très intéressant de vendre des joueurs maintenant parce qu'ils sont demandés, ils sont recherchés. Oui, écoutez, c'est avec le travail qu'on a fait depuis 2017, avec les transferts, avec la qualification pour la Ligue des Champions, on n'a aucune pression financière. Alors, soit on est satisfait avec les prix, soit on n'est pas, alors on ne va pas vendre. On est dans une situation qui est assez confortable. Merci et bravo encore pour cette année. Merci beaucoup. IB qui cartonne, compliment effectivement Claude Riff. Voyez-vous IB devenir maintenant comme la grande machine bâloise, octuple champion à la suite? Alors, octuple, c'est difficile parce qu'à un moment donné, on se relâche aussi. À un moment donné, il y a des choix que l'on fait, peut-être que l'on regrette. On ne peut pas non plus négliger la capacité de réaction du FC Bâle ou peut-être tout d'un coup d'un club zurichois. Parce que ça fera 8 ans, de nouveau 8 ans. Non, c'est difficile à dire. Mais on sent par les paroles de Christophe Spicher toute la sérénité de ce club qui garde la tête froide, qui prend des bonnes décisions. Lui, il a participé naturellement, il a choisi le nouvel entraîneur. Il y avait plein d'autres noms. Seoane a certainement surpris beaucoup de monde, un entraîneur. Ça faisait 6 mois qu'il était en Super League. Mais il a senti quelque chose chez cet entraîneur. Il y avait aussi Gérard Castella qui était dans ce groupe pour choisir l'entraîneur. Là, ils ont fait très bien. Donc, pour l'instant, ils ne font pas d'erreur, à part la finale de la Coupe de Suisse, effectivement, c'est peut-être le seul regret. J'ai regardé la dernière finale, c'est 1987, 31 ans pour Young Boys sans gagner la finale de la Coupe. Là, je pense quand même que c'est un objectif pour le printemps. Hein. L'heure a sonné, le doublé, ouais, ce serait merveilleux. Oui, alors c'est clair que le titre est déjà fait, un doublé, et puis quand même une finale. C'est-à-dire que la finale de Coupe a le parfum supplémentaire, c'est que 1h30 avant, vous ne savez pas si vous la gagnez. Le titre, maintenant, il est prêt, ils peuvent déjà le fêter. Mais la finale de Coupe, c'est dans l'immédiat. C'est un peu cruel, un peu comme les barrages, sauf que les barrages, il y a 2 matchs, ça aussi, pour les équipes de Super League. Vous nous aviez dit que c'était beau pour l'excitation du sport. Hein. Oui, c'est-à-dire l'excitation, c'est vraiment que pour ça. Si j'étais peut-être président de club, c'est peut-être dangereux. En plus de toucher le 20% de nos clubs, ce serait peut-être 2 équipes qui tombent sur 10. C'est peut-être trop par rapport aux ambitions, puis à l'équilibre, je dirais, du football suisse. Il y a 2 clubs de Super League qui descendent, donc on joue peut-être un petit peu avec le feu. Par contre, les classements, on le voit, Servette a beaucoup de points d'avance, mais le deuxième, il y aura un combat très très intéressant. Et pour Neuchâtel Xamax aussi, l'avant-dernière place est aussi encore possible pour se sauver. Enfin, voilà, ça donne un peu La plus saison est encore longue. Exactement. Il y a encore un deuxième tour. Merci beaucoup, Claude, pour ces bilans. On va récapituler l'ensemble des résultats, Loïc, et puis découvrir le classement qui va rester inchangé jusqu'à début février. Exactement, figé pendant les fêtes de Noël. On se plonge tout de suite dans les résultats du jour avec Neuchâtel Xamax, défait 4-1 à la Maladière par Young Boys, Lucerne qui prend le meilleur face à Saint-Gall, et Zurich et Lugano qui se séparent sur un 0-0. Et on l'a vu hier, le FC Sion qui a perdu dans les dernières minutes face au FC Bâle, tandis que le FC Thun, dynamique opposée, s'imposait dans les dernières minutes face à Getse. Au classement, Young Boys prend encore un tout petit peu plus le large avec cette fois-ci 19 points d'avance sur le FC Bâle qui en compte 2 sur le surprenant FC Thun qui passera l'hiver à la 3e position. Zurich et Lucerne sont à 25 points, le FC Saint-Gall 23, Sion 21, Lugano 19, Getse barragiste, surprenant barragiste et Neuchâtel Xamax lanterne rouge avec 13 points.
Et à la fin janvier sera remis le trophée, entre autres, du meilleur buteur de l'année 2018 lors de la SFL Night Award. C'est là qu'est récompensé le meilleur du football suisse. Et on vous a tenu en haleine jusqu'à présent pour découvrir qui sont les 3 papables. Vous avez donné vos pronostics sur Facebook. Voici le verdict. Les nominés pour le Raiffeisen Super League Best Player 2018 sont Guillaume O'Haraud, BSC Young Boys. L'attaquant français enchaîne les goals quasiment à chaque apparition. Kevin Babou, BSC Young Boys. L'international suisse de 23 ans a convaincu autant défensivement qu'offensivement. Raphaël Nuzzolo, Neuchâtel Xamax FCS. Après avoir amené Neuchâtel dans l'élite, l'attaquant de 35 ans continue de briller et de sublimer son équipe. Ils étaient tous ce soir sur la même pelouse. Claude Riff, un pronostic. Quel est le joueur parmi eux qui vous séduit le plus? Je sais que vous n'avez pas tellement vous. Oui, et puis surtout, je vais me faire 2 ennemis. Donc, je vous remercie de me poser la question. Surtout qu'ils sont tous francophones, donc vous ne pouvez même pas faire ça en loose day. Alors déjà les joueurs de 35 ans, parce que je pense qu'Mbabou a le temps. Hein, c'est comme les Césars, à un moment donné, ou les Oscars, on les donne aux acteurs qui sont un peu plus âgés. Et puis entre les deux, c'est vrai que tout de même, O'Haraud, champion de Suisse, et puis en Coupe d'Europe, la Ligue des Champions, le but contre la Juventus, c'est un tout petit avantage par rapport à Nuzzolo. Mais voilà, j'espère que Raphaël m'en voudra pas. Certainement pas. Réponse toute fin janvier, donc à l'occasion de cette SFL Night Award que vous pourrez, elle aussi, suivre sur Téléclub. Les prochains rendez-vous, c'est de la Serie A ce soir à 20h15 avec le choc entre la Roma et Genoa. Demain, c'est tirage au sort pour les 8e de finale de Ligue des Champions. C'est à midi pour l'Europa League et les 16e, c'est à 13h. Et puis demain soir, le bilan de football dans Match après match en compagnie de Bernard Chaland, de Johan Lonfa, de Gabé Chapuza, émission présentée par Alain Rohrbach pour refaire le tour de tout cela. Claude Riff, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce week-end. Et puis merci pour ce beau premier tour également. Loïc, un plaisir de vous avoir eu avec nous ce dimanche. J'en profite pour remercier tous les invités qui se sont succédés sur ce plateau, qui sont venus jusqu'à nous et qui ont répondu gentiment à nos questions. Merci également à tous nos consultants qui, semaine après semaine, viennent éclairer nos lumières. Et puis merci bien sûr à toute cette formidable équipe avec qui j'ai la chance de travailler à la rédaction de Téléclub. Toutes les équipes techniques qui sont là et que vous ne voyez pas, qui travaillent de leurs petites mains dans le noir. Merci absolument beaucoup à vous pour votre fidélité et pour votre confiance. On se réjouit de vous retrouver à la reprise et puis avant ça, pendant les fêtes, plein de rendez-vous évidemment sur Téléclub. Prenez soin de vous, profitez de ces moments précieux des fêtes avec les vôtres. Je vous embrasse, à très bientôt. Salut.